Bonjour Monsieur Marcangeli. Bonjour. Soyez le bienvenu. Donald Trump, à l'instant, vient de dire qu'une civilisation entière allait mourir ce soir, en parlant bien sûr de l'Iran. Bien sûr, on est à quelques heures de l'expiration de l'ultimatum, du nouvel ultimatum qu'il a fixé aux Iraniens. Je voulais avoir votre réaction à ce sujet et sur cette déclaration, pour le moins très forte. Le problème avec Donald Trump, c'est qu'il nous habitue depuis maintenant plusieurs années, 10 ans, puisque son premier mandat date d'il y a presque 10 ans, à des saillies, à de la violence verbale. Sauf qu'il est président des États-Unis, il a la puissance de feu d'un président des États-Unis, et je veux même qu'on s'attarde un petit peu sur le terme qu'il emploie, l'extinction d'une civilisation. Je crois que ce sont des termes particulièrement forts. Depuis le début, je considère que s'il faut effectivement mettre à tapis le régime des mollahs, s'il faut faire en sorte que les femmes, les hommes, les enfants de ce grand pays, de cette grande civilisation qu'est l'Iran, recouvrent leur liberté, ça ne peut pas se faire à n'importe quel prix, et notamment pas de la manière dont Donald Trump s'y prend. Vous voyez bien aujourd'hui, de toute manière, que le président des États-Unis est un peu seul dans cette quête de destruction d'une civilisation, puisque c'est de ça dont il s'agit, visiblement. Laurent Marcangeli, que pensez-vous de la position de la France? Que peut-elle faire? Et que peut faire aussi l'ONU, puisqu'il y a une vote d'une résolution qui est prévue aujourd'hui aux Nations Unies, justement pour ouvrir, j'allais dire pacifiquement, le détroit d'Ormuz, en tout cas pour une coopération? Le problème, il est posé dans la question que vous venez de me poser. Est-ce que le président des États-Unis tient compte des organisations internationales? La réponse est non. Vous le savez bien, il a déclenché une opération au Venezuela sans tenir compte de cette organisation internationale. Il a déclenché une guerre en Iran sans tenir compte de cette organisation internationale. Le président des États-Unis aujourd'hui est dans une logique de toute manière du seul contre tous. En ce qui concerne la France, je pense qu'elle a très tôt pris une position multilatéraliste, notamment au sein de l'Union européenne. Et on voit bien aujourd'hui que des pays, il y a encore peu, qui étaient plutôt frileux à l'idée de contredire Donald Trump, le font. Je vois même que des pays qui étaient plutôt proches de lui aujourd'hui reviennent sur leur position. Je pense que c'est une bonne nouvelle, parce que ce que m'a appris l'histoire récente, c'est que les opérations unilatéralistes, comme on a pu les vivre notamment en 2003 du côté de l'Irak, c'est un souvenir que nous avons tous, ne sont pas forcément des opérations couronnées de succès. Alors on verra évidemment ce qui se passe dans les prochaines heures, et tout va dépendre de cet ultimatum fixé par Donald Trump. En attendant, les Français on paie le prix de cette guerre au Moyen-Orient. Il y a bien sûr les prix à la pompe. Il y a aussi le gaz qui a déjà augmenté et qui continue d'augmenter. Le gouvernement a insisté, il a dit qu'il n'y a pas eu de pénurie, parce que certaines stations, 1 sur 5 en tout cas, étaient privées d'au moins un carburant durant ce long week-end de Pâques. Le gouvernement a insisté, non, il n'y a pas eu de pénurie. Mais il y a eu des nouvelles aides qui ont été lancées par le gouvernement. Est-ce qu'il en fait assez? Qu'en pensez-vous, Laurent Marcangeli? Je vais vous le dire déjà de la manière la plus franche qui soit. La politique du chèque a montré ses limites. Elle a montré ses limites dans le recouvrement de l'ensemble des aides par les secteurs concernés. Et elle a montré ses limites également au niveau budgétaire, puisque aujourd'hui nous accusons un déficit public qui est très important et qui nécessite de ne pas multiplier les chèques. Est-ce que aujourd'hui le gouvernement peut couvrir cette augmentation à tous les étages? Pour moi, la réponse est non. C'est-à-dire que vous avez effectivement des dispositifs ciblés dans certains secteurs qui peuvent être nécessaires, qui sont nécessaires. On voit bien dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la pêche. J'ai moi-même des problèmes dans ma circonscription, et en Corse aujourd'hui il y a des problèmes au niveau du secteur de la pêche. Mais est-ce que demain on peut dire aux Françaises et aux Français: dormez tranquille braves gens, le gouvernement va s'occuper de tout et va multiplier les chèques? Je pense que ce ne serait pas très raisonnable, et surtout je ne sais pas si ça marcherait, puisque vous savez très bien que ces dispositifs ont aussi pour finalité parfois de faciliter l'augmentation des prix. Oui, mais c'est fait dans d'autres pays européens, Italie, Espagne, qui reconduisent même pour certains ces mesures. Alors est-ce que les Français peuvent comprendre qu'on ne le fasse pas en France, notamment sur la baisse des taxes? Est-ce que les Français peuvent comprendre que certains pays ont assaini de manière assez puissante leurs finances publiques, ce qui n'est pas notre cas? Parce que je voyais encore il y a quelques jours certains parler de cagnotte au niveau de nos finances publiques, alors que nous accusons un déficit public d'une très très grande importance.
Est-ce que c'est aujourd'hui, je pense, raisonnable de dire que nous allons procéder à une politique d'accompagnement par des chèques? On a vu les limites de cette politique, notamment au cours des dernières années. Oui, mais les Français ne sont pas responsables j'allais dire, de la filée de ce déficit. Ah non, mais je ne remets pas du tout en cause les Françaises et les Français. Il y a une situation géopolitique internationale qui aujourd'hui a des conséquences. Mais encore une fois, est-ce que les gouvernants seraient responsables aujourd'hui d'accroître le déficit public en multipliant les accompagnements, les chèques, comme cela a été fait, avec des fortunes diverses, permettez-moi de le dire, alors que nous avons aujourd'hui un déficit excessif qui convient de traiter comme il se doit, certainement pas en multipliant les chèques. Écoutez Mathilde Panot, la chef de file des députés LFI, qui a demandé au gouvernement de bloquer les prix à la pompe. Elle était sur France Info ce matin. Je crois que nous avons un gouvernement qui, depuis plus d'un mois, ne fait quasiment rien. Alors, ils ont fait leur contrôle dans les stations, entre le prix en ligne et le prix en direct dans la station, sur 5% des stations-service. Là, ils font des petits chèques par-ci par-là, qui sont des petites rustines. Et nous le disons, nous voulons un blocage des prix de l'énergie, et notamment du carburant, avec un blocage des prix qui serait à 1,70 €, c'est-à-dire comme la CGT, au prix d'avant la guerre, comme la CGT. Et je vais même vous dire, si vraiment il y a un problème sur la question de l'accès au carburant, eh bien ce que nous ferons, c'est la réquisition. Laurent Marcangeli, que répondez-vous à Mathilde Panot? Pas lui répondre puisqu'elle n'est pas là, mais en tout cas, je constate... Non, mais ça a été dit dans l'interview, la CGT aussi. Cette solution est prônée par différents partis et syndicats. Cette solution est prônée par des interlocuteurs que je peux avoir et à l'Assemblée nationale et que j'ai pu avoir au ministère de la fonction publique, à savoir le syndicat CGT, qui considère qu'il n'y a pas de problème au niveau des déficits publics en France, qu'il n'y a pas de problème de finances publiques en France, et considère que des mécanismes comme ceux du blocage des prix, en 2026, sont encore de saison et peuvent encore fonctionner. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire, puisque de toute manière, tout ça est un leurre. Et en réalité, on voit bien que les mesures proposées par les uns et par les autres, aujourd'hui, ne sont pas crédibles. Elles ne le sont pas du côté de LFI ou de la CGT en proposant le blocage des prix, parce que ça ne marche pas. Nous ne vivons pas sous cloche. La France, aujourd'hui, est dans un marché qui est globalisé. Certains peuvent s'en réjouir, d'autres s'en lamenter, mais c'est une réalité. Et puis d'autres qui proposent aujourd'hui des baisses de taxes, notamment de la TVA, je parle du Rassemblement national, qui au regard de nos finances publiques, aujourd'hui, je le dis, sont folies. Moi, je veux bien qu'aujourd'hui, on dise aux Français, il est possible d'avoir un certain nombre de mesures, comme Madame Panot ou comme Monsieur Bardella, mais avec quel argent ? Mais les aides qui ont été déclenchées là, souvent, et on l'entend, on l'a encore entendu, il y avait des agriculteurs qui se sont mobilisés aujourd'hui, elles ne suffisent pas, ce n'est pas suffisant, ils tirent la langue. Ils n'en peuvent plus et ce n'est que le début et pour l'instant cette guerre perdure. J'en ai conscience, c'est la raison pour laquelle dans un premier temps, puisque c'est de ça dont il s'agit et que le point de départ de cette flambée des prix est quand même lié à une situation géopolitique, il faut que la France maintienne un cap au niveau de la politique étrangère, celui dont je vous parlais tout à l'heure, celui du multilatéralisme, celui qui consiste à ne pas accompagner le président Trump et les États-Unis dans une forme de folie, de surenchère qui de toute manière ne servira personne in fine, et aussi de faire en sorte que les organisations internationales, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'ONU, que ce soit l'OTAN, reprennent leur droit de cité. Aujourd'hui, on est dans une espèce de folie libérale qui a pour conséquence de déréguler le fonctionnement du monde. Et on le voit bien par rapport à cette flambée des prix du carburant, une situation géopolitique, allez, je dirais complètement folle, créée par une attaque décidée du jour au lendemain, qu'on a appris le matin en allumant la télévision et qui continue alors qu'elle devait durer, je le rappelle, quelques jours, et que cela fait maintenant plus d'un mois que cela commence. Ouais, donc nous sommes aujourd'hui dans une situation qui n'est pas sérieuse. Et celles et ceux qui pensaient que Donald Trump était un exemple à suivre, eh bien je les renvoie à la réalité d'aujourd'hui. Mais justement, est-ce que la position d'Emmanuel Macron est tenable sur le long terme? Encore une fois, nous sommes une puissance nucléaire, nous sommes un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, donc nous pouvons mettre des vétos, nous avons des alliés qui sont au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, nous sommes plutôt aussi en faveur d'un renversement du régime des Mollahs. Donc est-ce que la position d'Emmanuel Macron, si ce conflit persiste, est-ce qu'elle peut tenir sans un engagement plus ferme? Elle est tenable tant que la France n'est pas isolée. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que les États-Unis d'Amérique, c'est un grand pays, une grande nation, un grand allié dans l'histoire de notre pays. Puisque
rares sont les pays avec lesquels nous n'avons pas été en guerre. Il s'avère que les États-Unis en font partie. Eh bien, ce pays aujourd'hui est isolé. Cette grande nation est isolée. La France aujourd'hui prône une solution qui est une solution partagée entre puissances européennes dans un premier temps, partagée entre puissances occidentales qui adhèrent à un certain nombre de valeurs, comme celle du multilatéralisme dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait que lorsque l'on est une nation démocrate, appuyée sur un certain nombre de valeurs, on ne va pas attaquer seul une autre nation. Et c'est malheureusement ce qui s'est produit au niveau de ce conflit en Iran, même si je le dis et qu'il n'y ait pas l'ombre d'un doute sur mes convictions en la matière. Le régime iranien mérite d'être abattu. Mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de la destruction d'une civilisation, il y a également des femmes, des hommes, une histoire, un pays qui n'est pas que le régime des mollahs que nous connaissons en Iran depuis maintenant près de 50 ans. Mais est-ce que le droit international a encore voix au chapitre ? Et c'est toute la question, et je pense que malgré le fait que nous ayons un peu de temps pour discuter au cours de notre entretien, il nous en manque pour pouvoir arriver à la conclusion qui est celle-ci aujourd'hui, qui est un peu lapidaire. Est-ce que les démocraties libérales, telles que nous les avons connues depuis l'après-guerre, en tout cas tels que nous, chanceux, Européens, Français, Occidentaux, avons connu depuis l'après-guerre, ont encore un avenir. Moi, je fais partie de celles et de ceux qui pensent qu'il faut se battre pour, parce que le monde tel qu'il est proposé par les mollahs, ou le monde tel qu'il est proposé par M. Trump, on le voit aujourd'hui, eh bien, c'est pas le monde dans lequel je veux que mes enfants grandissent. L'OTAN aussi est en danger avec ce qui se passe. Et vous avez vu les menaces de Donald Trump sur l'OTAN. Le président Trump, de toute manière, a bien dit, expressis verbis, qu'il considérait que l'OTAN ne servait plus à grand-chose à ses yeux et qu'il envisageait une nouvelle organisation, comme il l'a fait lors d'un dernier forum international en unissant d'autres pays à ses côtés. Mais je ne pense pas que ce soit, en tout cas, une bonne politique internationale, et on voit bien aujourd'hui qu'on a des limites, puisque le président Trump est seul, isolé, et malheureusement, son pays, une grande nation, les États-Unis d'Amérique, le sont avec lui. Laurent Marcangeli, ancien ministre de la fonction publique, député Horizon de Corse du Sud et nouveau président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale, est mon invité dans les grands entretiens d'Europe 1 Info. On se retrouve dans quelques instants. Il est 3h moins le quart. Vous écoutez Kelly Mathias sur Europe 1. Tout de suite. Laurent Marcangeli, je vous propose d'écouter Jean-Pierre Farandou. Il est ministre du Travail et des Solidarités. Sur cette loi contre les fraudes sociales et fiscales qui doit être votée cet après-midi à l'Assemblée nationale, il était sur CNews et Europe 1 ce matin. Cet après-midi, d'ailleurs, les députés auront un choix à faire. Et quel message est-ce qu'ils envoient ? Est-ce qu'ils envoient un message pour renforcer la lutte contre la fraude et pour protéger les Français honnêtes et les entreprises nombreuses qui règlent leurs charges sociales ? Ou au contraire, est-ce que c'est un message où on laisse faire ? Moi, je ne veux pas laisser faire. Je veux m'attaquer à la fraude. Et quelle fraude ? Notamment la fraude au travail dissimulé dans les entreprises qui ne paient pas leurs cotisations. On aura des instruments nouveaux. D'abord, on pourra croiser des bases de données pour mieux repérer les entreprises qui fraudent et être plus efficace en matière de contrôle. Et deuxièmement, aussi, on a une capacité de flagrance, c'est qu'on bloque les comptes dès qu'on suspecte une entreprise de frauder, ce qui fait qu'on peut mieux récupérer l'argent. Parce qu'à la fin, on veut récupérer l'argent pour la sécurité sociale. On a aussi une fraude à la formation. Vous avez des margoulins qui arrivent et qui trichent. Donc, à la fois, ils font des formations de mauvaise qualité, donc ils pénalisent l'argent public et ils pénalisent les jeunes. Laurent Marcangeli, vous êtes député Horizon de Corse du Sud. Ça n'a pas été simple, ce texte à l'Assemblée nationale. Il y a eu des gros débats. Pourtant, on aurait pu se dire, tiens, un texte contre la fraude sociale et fiscale, ça va plutôt dans le bon sens. Ça n'a pas été le cas du tout. Et la faute à qui ? Il suffit de regarder les statistiques, qui dépose les amendements, qui multiplie les sous-amendements, qui bloque les débats à l'Assemblée nationale. On a eu droit la semaine dernière à un festival LFI, comme nous y avons eu droit à de nombreuses reprises depuis le début de cette mandature, et puis même celle d'avant, avant dissolution, où vous avez sur chaque texte des dizaines d'amendements, parfois d'ailleurs déconnectés plus ou moins avec le texte en lui-même, et avec des répétitions, où en fait vous voyez une seule intervention, vous les avez pratiquement toutes vues. Alors la semaine dernière, c'était Monsieur Boyard qui s'est particulièrement illustré tout au long des 3-4 jours de débat sur ce texte. Un texte sérieux. Encore une fois, je me fais le défenseur de ce que vient de dire le ministre Farandou à votre antenne. Il y a un partage de l'information aujourd'hui qui n'est pas facile. Le texte permet de le simplifier. Il y a également ces fraudes auxquelles il faisait référence, aux formations, aux comptes de formation professionnelle. Il y a aussi une partie fraude fiscale qui est présente dans le texte. Il y a la lutte contre le travail dissimulé. Il y a l'accélération également des procédures visant à recouvrir les fraudes, puisque aujourd'hui il y a tout un tas de complexités pour aller chercher cet argent et pour pouvoir enfin le récupérer. Donc ce texte, il n'est peut-être pas parfait comme n'importe quel texte, mais il a le mérite d'exister, il a fait l'objet d'un travail sérieux.
nous avons perdu du temps, mais aujourd'hui, il faut le voter. Et en tout état de cause, en ce qui me concerne aujourd'hui, je le voterai. Ce que disent les insoumis, les communistes, les écologistes, les socialistes, eux, ils estiment que ce texte se concentre davantage sur la fraude sociale, alors que le montant estimé bien sûr de la fraude fiscale est beaucoup plus important. Donc en gros, ils se tromperaient d'objectif. Il faudrait plus aller vers la fraude fiscale que vers la fraude sociale. Les chiffres donnés, donc la fraude sociale représenterait 13 milliards d'euros selon le Haut Conseil du financement de la protection sociale, contre 80 à 100 milliards d'euros pour la fraude fiscale, selon les chiffres cités et annoncés par la gauche. Donc voilà, est-ce que ce texte ne se trompe pas d'objectif ? Est-ce que c'est une raison pour voter contre ? Encore une fois, moi je demande très simplement à celles et ceux qui disent ça, dont acte. Effectivement, il y a un problème de fraude fiscale en France. Ça coûte de l'argent. Au moins, on perd de l'argent, nous perdons collectivité de l'argent parce qu'il y a un problème de fraude fiscale. Or, nous en avons besoin, c'est ce qu'on a vu en première partie. Mais ceci étant dit, est-ce qu'on occulte pour autant le fait qu'il y a un problème de fraude sociale en France ? Qui d'ailleurs a pour finalité de pénaliser également ceux qui ont le plus besoin de prestations sociales dans ce pays. C'est ce que dit la gauche. La gauche dénonce aussi un acharnement contre les plus précaires avec ce texte. Eh bien, en ne votant pas ce texte, la gauche condamne un système d'accompagnement social à la mort, parce qu'aujourd'hui, avec toutes ces fraudes que le texte prétend mettre à mal, qu'il va mettre à mal, cela permettra de maintenir un système de protection français tel que la gauche, je pense, souhaiterait qu'il soit maintenu. Alors le fait d'occulter aujourd'hui qu'il y a un problème de fraude sociale dans ce pays, comme le fait la gauche, je le dis, me désespère. Me désespère parce que le système de solidarité nationale, il n'est valable, il n'est viable que si le jeu est respecté, si les règles du jeu sont respectées. Or aujourd'hui, tout le monde sait que ce jeu n'est pas respecté, que ces règles du jeu ne sont pas respectées. Et en ne votant pas ce texte, au final, la gauche, qui se veut défendresse des acquis sociaux qui datent pour certains d'entre eux de l'après-guerre, elle se fait, je dirais, une forme de tartuffe, laissant ce système mourir parce que des gens fraudent, et souvent d'ailleurs des gens à tout niveau, qu'il s'agisse d'allocataires, mais qu'il s'agisse également de chefs d'entreprise, parce que le texte en lui-même poursuit également celles et ceux qui sont à la tête d'entreprise et qui fraudent. Vous n'y voyez pas un acharnement contre les plus précaires, pour reprendre les arguments et les éléments de langage de la gauche? Non, moi j'y vois tout simplement la volonté de faire en sorte que l'argent des Françaises et des Français soit utilisé pour celles et ceux qui en ont vraiment besoin. Et qu'on ne soit pas dans un système qui vise à assister des personnes qui n'en ont pas besoin et qui jouent avec ce système pour faire en sorte que les Français payent pour eux alors qu'elles n'ont pas le droit à avoir ces aides. La gauche, Laurent Marcangeli, a quand même fait voter un amendement, un article, contre l'avis du gouvernement d'ailleurs, qui visait à supprimer entièrement le verrou de Bercy. Alors ce qu'on appelle le verrou de Bercy, ça va permettre une plus grande judiciarisation des dossiers de fraude fiscale. Vous n'y êtes toujours pas favorable ? Moi, je pense que la manière dont l'amendement est passé n'est pas fortement convenable pour une bonne et simple raison, c'est que le dispositif tel qu'il a été voté, à mon avis, n'est pas le bon. Ensuite, si vous voulez me faire dire à moi, Laurent Marcangeli, député de la Corse du Sud, qu'il ne faut pas lutter contre la fraude fiscale, vous n'allez pas le faire. Mais là, c'est la méthode qui vous dénonce. Je crois que la méthode, l'architecture de le dispositif tel qu'il a été voté par l'Assemblée nationale ne me semble pas être le bon. Après, ça arrive effectivement que vous ayez des amendements qui passent, mais nous travaillons beaucoup sur ces questions de fraude et d'abus. Nous avons également travaillé sur l'allocation sociale unique, c'est-à-dire une forme de plafonnement qui ferait en sorte que les revenus générés par l'accompagnement ne pourraient pas dépasser un certain plafond. Nathalie Colin-Ostalé, qui est députée à Horizon de Moselle, est fortement mobilisée sur ces questions-là. Je crois qu'aujourd'hui, pour que nos compatriotes croient en notre système de solidarité nationale, il faut le rendre plus acceptable, plus juste, plus équitable et surtout lutter contre les fraudes, quelles qu'elles soient, y compris les fraudes fiscales, parce que ces fraudes fiscales sont inacceptables. Laurent Marcangeli, écoutez à présent Pascal Praud sur les propos de Laurent Nunez sur le voile il y a quelques jours. C'était lors de son édito du matin sur CNews et Europe 1. À moins que les mots de Laurent Nunez ne correspondent pas à ce qu'il voulait dire, ce qui peut arriver, personne n'est à l'abri d'une gaffe. À moins au contraire que ces mots correspondent précisément à une réalité, mais alors ce serait une réalité qu'on nous cache. Dans tous les cas, ces propos graves de conséquences méritent un éclaircissement. Et disons-le, ils posent l'interrogation du maintien en poste du ministre de l'Intérieur qui, sur ces deux sujets, le voile et l'islam,
exprime un point de vue qui ne semble pas la ligne présidentielle. Laurent Marcangeli, que pensez-vous? Le JDD ce week-end disait que Laurent Nunez serait sous l'influence de Macron, notamment sur ces sujets-là. Qu'en pensez-vous? Je vais vous donner ma position en ce qui me concerne, puisqu'il y a 2 sujets. Le premier sujet, c'est le port du voile par des fillettes. Oui. Pour moi, c'est totalement inacceptable. Ah, donc vous êtes plutôt sur la ligne d'Aurore Berger, par exemple, enfin contre la ligne de Laurent Nunez. Je suis sur une position qui vise à faire en sorte que les petites filles du pays qui est le mien, dont je suis un élu, ne portent pas de voile lorsqu'elles ont 6, 7, 8 ans. Je considère que le fait religieux, le fait de porter notamment le voile, c'est quelque chose qui doit être lié avec un consentement libre et éclairé. Libre et éclairé. Est-on véritablement libre et éclairé lorsqu'on est une fillette? La réponse est non. Donc moi, je suis totalement sur la ligne que vous venez de décrire, qui est celle d'Aurore Berger, mais qui est également celle, je le pense, de millions de Françaises et de Français. Une petite fille de 6 ans n'a pas à être voilée. Sur ce que pensez-vous? Oui, alors... Sur ce qui concerne le deuxième sujet, qui est l'Algérie, mon parti, mon groupe, le président de mon parti, Édouard Philippe, a été le premier à dire qu'il fallait dénoncer les accords de 1968 avec l'Algérie. Il a été le premier homme politique de premier plan, il y a de cela plus de 3 ans maintenant, à dire nous devons avoir un rapport de force avec Alger, parce que depuis quelques années, depuis plusieurs décennies, le régime algérien, parce qu'il s'agit d'un régime, se moque de la France et ne respecte pas la France. Donc je n'ai pas changé d'avis. Le groupe auquel j'appartiens a plusieurs reprises voté la dénonciation de ces accords, à 2 reprises à l'Assemblée nationale. Et je considère que le dialogue de la fermeté avec Alger doit exister. Est-ce que la rupture du dialogue est souhaitable? Non. Encore une fois, parce que... Donc on est sur une ligne de crête, encore une fois. Là, vous avez vu que Laurent Nunez aurait obtenu un apaisement de la relation en échange de contrepartie. Ça ne vous semble pas aller dans le bon sens? La diplomatie, c'est la contrepartie. Mais moi, je ne connais pas tous les tenants et les aboutissants des accords qui ont été signés ou obtenus. Ceci étant dit, ce que je constate, c'est que depuis plusieurs décennies, l'Algérie se moque de la France. L'Algérie ne respecte pas ses contreparties inhérente à nos rapports depuis maintenant plus de 60 ans d'indépendance, et il est grand temps que la France, dans cette recherche de puissance, parce que c'est une recherche de puissance que de se faire respecter dans des rapports bilatéraux, eh bien que la France, à un moment, dise à l'Algérie qu'un certain nombre de choses ne sont plus acceptables. Laurent Marcangeli, une question très courte. Éric Zemmour s'est dit favorable à une primaire à droite, mais sans Attal ni le RN, mais qui irait jusqu'à Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous lui répondiez? Je lui répondrai que je suis héritier du gaullisme, vraiment, le gaullisme originel, que je soutiens Édouard Philippe qui lui-même en est l'héritier, et que pour nous, l'élection présidentielle, c'est directement la rencontre des Françaises et des Français avec les candidats, et que l'élection primaire ne fait pas partie de notre vocabulaire. On a un parti, Horizon, on a un président. Édouard Philippe, il sera candidat, il est déjà. Merci beaucoup Laurent Marcangeli. Je rappelle que vous êtes ancien ministre de la fonction publique, député Horizon de Corse du Sud et nouveau président du groupe Horizon à l'Assemblée nationale.